remercie mon ami Mechal Mourel et je le félicite de perpétuer ce rendez-vous annuel à Bizerte pour pouvoir parler de tout, de la gynécologie obstétrique en Tunisie, malgré les conditions difficiles. Je remercie mes collègues, mes amis qui sont là. Donc, Kauthar m'a demandé de me présenter. Donc, je suis Dr Chelli. Je suis professeur universitaire, chef du service D au Centre de maternité de Tunis. Actuellement responsable de l'unité de diagnostic anténatal au Centre de maternité et chef du laboratoire de recherche sur les troubles du développement embryo-fétaux et placentaire. Voilà. Donc, on m'a demandé de vous parler aujourd'hui du rachis fœtal normal et de comment on allait pouvoir l'explorer. Et je veux en particulier remercier deux résidentes qui m'ont beaucoup aidé pour préparer ce topo, Dr Basli et Dr Mchirki. Donc, pour avancer, la suivante, s'il vous plaît. Effectivement, comme vient de dire Dr Dimessi, l'examen du rachis, c'est quelque chose à laquelle on n'est pas très habitué. En fait, en faisant le topo, je me suis rendu compte qu'effectivement, c'était un sujet très important à aborder parce que on voit beaucoup de pathologies encore. Donc, on peut pas parler du rachis sans faire un tout petit rappel embryologique. L'embryologie, c'est pas notre domaine, mais on est obligé de comprendre ce qui se passe pour comprendre après pourquoi et quand on va pouvoir détecter certaines anomalies et pourquoi parfois on passe à côté et on se dit « Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi je suis passé à côté ?» Donc, au niveau du rappel embryologique, pour vous dire que la pathologie, enfin le développement du rachis fœtal va commencer très tôt. À partir du 15e jour, donc l'embryon qui se présente sous forme de 2 feuillets va, j'essaie de vous montrer ici donc, va au niveau de sa face dorsale ici que vous voyez en bleu, va commencer à faire apparaître ce qu'on appelle la ligne primitive. On voit pas très bien le laser, c'est très petit. Donc ça, c'est cette ligne primitive qui progressivement va se modifier. On va avoir une migration des cellules ectoblastiques pour installer le 3e feuillet de l'embryon, encore très tôt. Au 18e jour, on va avoir le début du stade de neurulation. Et regardez ce qui se passe en parallèle. Donc là, en tout cas, vous voyez qu'au milieu, on va avoir un enfoncement de la partie moyenne pour former au 21e jour le tube neural. Et en fait, certains auteurs ont assimilé ça à une fermeture éclair. Donc, c'est comme si ce feuillet va entraîner une fermeture éclair. Merci. À ce niveau-là, vous voyez, ça va se refermer progressivement pour donner par la suite donc cet aspect-là. Donc, regardez, ça se ferme comme au niveau des flèches à partir du milieu pour aller vers le pôle céphalique et vers le pôle podalique et pour, au final, se transformer en gouttière et en tube neural. Et au 22e jour, déjà, on a une délimitation latérale et on a tout qui s'est installé. Donc, on est encore au 22e jour de l'embryon, de la vie embryonnaire. Donc, la fermeture du tube neural débute le 21e jour à la partie moyenne et se poursuit vers les parties céphaliques, caudaliques, avec un neuropore antérieur qui sera délimité au 24e jour et un neuropore postérieur au 26e jour. Et là, vous avez l'aspect d'un embryon humain, comme vous le voyez ici, à peu près à 28 jours de vie, où vous avez tout ce tube neural qui est déjà fermé, qui est déjà prêt pour pouvoir évoluer progressivement après. Donc, on doit aussi vous parler globalement de la formation de la colonne vertébrale avec les corps vertébraux et les disques intervertébraux. Donc, il y a des mécanismes embryologiques qui se mettent en place progressivement et ça commence encore une fois très tôt. Donc là, vous avez l'aspect donc de la colonne vertébrale au 3e mois de la vie intra-utérine, au 4e mois, pour arriver à un aspect au 8e mois où on voit très bien les disques intervertébraux, les corps vertébraux qui vont se mettre les uns sur les autres et tout ceci. Donc, les mécanismes sont assez complexes, donc j'ai préféré de ne pas rentrer dans les détails. Mais s'il y a quoi que ce soit qui va se passer à ce niveau-là, au niveau aussi de cette formation-là, on va, par exemple, comme va en parler certainement ma collègue tout à l'heure, voir par exemple, des manques en certaines vertèbres, des vertèbres uniques cassées, tout ça. Alors, quelque chose d'important qui va vous permettre de comprendre ce qui se passe après au niveau de l'échographie, c'est l'ossification de ces corps vertébraux. Alors, il faut savoir que l'ossification va se faire progressivement et ne sera pas complète jusqu'à la naissance. Et il faut savoir que la colonne vertébrale ne sera bien ossifiée qu'à 30% déjà à la naissance. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les points d'ossification. Alors là, il y a schématisé devant vous un corps vertébral. Donc là, c'est l'épine postérieure en haut.
Donc là, c'est l'épine postérieure. Là, c'est le corps vertébral. Il faut savoir que l'ossification va commencer en particulier au niveau de la partie antérieure et progressivement au niveau latéral. La partie postérieure va être celle qui va s'ossifier beaucoup plus tardivement. Et là, c'est l'aspect d'un canal rachidien, donc adulte en coupe transversale, dans lequel vous voyez bien, donc là, le corps vertébral avec la partie antérieure, la partie postérieure, et au milieu, bien sûr, vous allez avoir la moelle, le canal médulaire et les nerfs qui vont sortir de cette moelle. Alors, cette image m'a semblé très intéressante à vous mettre et ça va vous préparer au topo d'après donc comme je viens de vous dire, en général, la partie antérieure que vous voyez ici en jaune pâle, c'est celle qui va être constante, elle est permanente. Et rappelez-vous, au niveau du feuillet antérieur, c'est la partie postérieure du feuillet qui est de toute façon là. Et par la suite, si jamais il y a un problème au niveau de la partie postérieure, qui va être, comme je vous l'ai dit, la dernière à s'ossifier, vous allez avoir différentes pathologies possibles. Donc, soit des méloméningocèles qui soient fermés, ouverts, soit des anomalies donc d'ossification. Bref, on va pas rentrer dans les détails, mais c'est surtout cette partie postérieure qui, en général, va être à l'origine des pathologies. Alors maintenant, on arrive dans le vif du sujet. Comment est-ce qu'on peut explorer un rachis fœtal à l'échographie? Il y a des notions importantes à connaître. Ce n'est pas toujours facile. L'exploration du rachis peut poser des difficultés, en particulier en rapport avec le terme, et vous allez comprendre pourquoi, suite à ce que je vous ai expliqué au niveau de l'embryologie. Par rapport à la position fœtale, bien sûr, si vous avez un fœtus qui va se mettre en position de siège, par exemple, vous êtes assez avancé dans la grossesse, c'est très difficile d'explorer le rachis. On peut toujours utiliser la voie vaginale, mais ça dépend de l'emplacement du fœtus. Et par rapport, bien sûr, à la présentation, comme je viens de vous le dire. Donc, le rachis fœtal, c'est un organe qui est quand même mobile. C'est comme le cœur, le bébé tourne. Il faut savoir l'explorer, mais on va voir comment il faut l'explorer. Alors, on va commencer par le premier trimestre. On peut plus aujourd'hui parler d'échographie sans parler de l'intérêt des échographies du premier trimestre. Juste pour vous rappeler que si vous faites une échographie à 7-8 semaines d'aménorrhée, vous allez voir cet aspect-là, ce petit aspect, wow, merci, là au milieu, qui représente le canal médulaire. Bien sûr, on n'a pas besoin de faire ça, c'est juste pour vous expliquer quand vous faites votre échographie ce que vous êtes en train de voir. Et si on va se baser sur les recommandations internationales, parce qu'on est tous des dépisteurs avant tout, on va essayer de voir ce qu'on nous demande. Donc, si on regarde les recommandations de l'ISUE, regardez bien, et ce qui est marqué en étoile, ce sont des structures optionnelles, c'est-à-dire qu'on vous demande pas obligatoirement de les observer en tant que dépisteur. Si vous regardez, donc vous avez la tête, vous avez le cou, l'épaisseur de la clarté nucale, la face, et en avançant un peu plus, ici, vous allez avoir le rachis. Au niveau du rachis, tout est en étoile, c'est-à-dire c'est pas obligatoire, mais si vous voulez regarder, vous allez essayer de regarder les vertèbres en longitudinal et en axial, et un revêtement cutané intact, idéalement. Alors, je vous ai remis en plus grand ces aspects-là. Donc, on vous demande des coupes longitudinales et axiales. Là, vous avez une coupe longitudinale, mais vous allez bien sûr remarquer que on voit pas très bien, enfin, on voit que c'est hypoéchogène. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous le dire, l'arc postérieur n'est pas encore ossifié correctement. Et en échographie, vous allez voir des structures qui sont échogènes, qui sont idéalement ossifiées. L'alignement vertébral normal et son intégrité et l'intégrité cutanée. Si on se réfère au Collège français d'échographie fœtale, quand vous regardez bien les recommandations, en fait, vous n'allez pas trouver d'item particulier. Je parle de dépistage du premier trimestre concernant le rachis fœtal. Par contre, vous allez voir, bien sûr, la clarté nucale, la longueur crânio-caudale, et on vous demande un cliché de la coupe axiale du PIP, on en a parlé l'année dernière, ici d'ailleurs, qui indirectement, on l'avait déjà dit, pourrait orienter vers certaines pathologies. Mais bon. Donc, pour vous dire que si vous allez vous référer juste aux recommandations, ça peut expliquer un peu pourquoi on passe à côté, mais il faut savoir que bien sûr, on peut aller plus loin. Et là, pour aller un peu plus loin, nous avons essayé de regarder ce qu'on pouvait éventuellement faire au premier trimestre. Bien sûr, ça ne s'adresse pas à des dépisteurs de première ligne, mais c'est intéressant de le savoir, puisque si vous vous habituez à faire de bonnes coupes au niveau de la mesure de la clarté nucale, vous allez pouvoir avoir, avec votre mémoire visuelle, des images qui peuvent attirer l'attention. Alors, je reviens pour le premier trimestre, donc pour vous dire que quand vous regardez les points d'ossification, là, nous sommes à peu près à 12 semaines, c'est une coupe de circonférence abdominale, vous allez juste voir 3 points d'ossification. Parce que l'arc postérieur n'est pas encore ossifié. En fait, il existe, mais il n'est pas ossifié.
C'est ce qui va expliquer la difficulté. Et si vous faites une coupe frontale coronale qui va passer, là, vous avez l'impression de voir le rachis, mais en fait, vous voyez la partie antérieure, l'ossification antérieure. C'est pour ça que vous allez souvent, pas vous, mais tout le monde, risque de passer à côté des défauts de fermeture tumorale au premier trimestre parce que physiologiquement, l'arc postérieur n'est pas encore bien visible à l'échographie. Et donc, je vous rappelle que progressivement, il va s'ossifier, surtout au deuxième trimestre. Alors, est-ce que d'abord, on peut dépister les défauts de fermeture tumorale au premier trimestre et éventuellement Covid? Donc, le premier auteur qui a travaillé sur ça était Monsieur Rabi Chaoui. Donc, déjà, en 2011, il y a 10 ans, avec le professeur Nicolaides. Ils ont essayé d'évaluer, et pour faciliter les choses, des clichés de clarté nucale, puisque tout le monde est censé faire des clichés de clarté nucale et avoir des repères de normalité, chez les fœtus normaux par rapport à ceux qui présentaient des défauts de fermeture tumorale. Et c'est là où on a parlé de la clarté intracrâniale, dans laquelle, donc, ils ont pu démontrer qu'il y avait une anomalie. Regardez bien, malheureusement, ça fonctionne pas très bien. Donc là, vous avez une coupe normale, d'un fœtus normal, et là, c'est la clarté intracérébrale. Et quand vous avez un défaut de fermeture tumorale, eh ben, cette clarté va disparaître, vous n'allez plus avoir le même aspect. Et en plus, si vous regardez très très bien, même là, au niveau du pôle céphalique, vous voyez qu'il y a une contraction, que les plexus choroïdes, en fait, les espaces péricérébraux disparaissent dès le premier trimestre. Bien sûr, vous allez me dire, ce sont des signes très sensibles. Mais si tout le monde s'attache à faire de bons clichés de clarté nucale en zoomant sur la partie céphalique, on peut être attiré par ces aspects-là. En coupe axiale, regardez donc ce que M. Chaoui a prouvé. Il a prouvé aussi que les axes donc de normalité des plexus choroïdes étaient modifiés en cas de défaut de fermeture tumorale. Ce n'est pas l'objet de vous parler en détail de tout ça, mais c'est important de savoir qu'on peut dépister grâce au premier trimestre, enfin déjà au premier trimestre, des anomalies sur des coupes qu'on vous demande de façon systématique. Alors ultérieurement, les auteurs ont travaillé pendant des années et ils ont sorti en 2020 une autre publication dans laquelle ils ont revu toutes les méthodes d'évaluation au premier trimestre des risques de défaut de fermeture tumorale. Vous avez vu, personne ne s'attache à regarder ni la moelle, ni le rachis en coupe frontale, parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est très difficile, ce n'est pas encore spécifié. On regarde le pôle céphalique, la mesure des nuques, et là, il y a eu d'autres propositions sur lesquelles on va pas détailler, mais pour dire qu'il y a d'autres calculs qu'on peut faire qui peuvent orienter vers les défauts de fermeture tumorale. Mais ça reste des examens spécialisés, pas de dépistage. Là, je vous ai mis un cas que j'ai eu il y a quelques mois d'une patiente qui était venue consulter normalement, en essayant donc de faire la coupe de bip. Regardez ce que je vous disais tout à l'heure. Là, quand on fait cette coupe, on regarde, on voit que c'est pas normal, c'est pas comme d'habitude. Vous voyez les plexus choroïdes qui sont presque accolés au crâne. Et là, c'est cette patiente, je n'arrivais pas à avoir une coupe de longueur crânio-caudale entière. J'arrêtais pas d'essayer, et je me dis, il y a un problème là. Et en fait, en essayant d'avoir une coupe frontale, coronale, on voyait tout de suite qu'il y avait une déviation du rachis complète. Et donc, elle a bénéficié d'une interruption de grossesse, et voilà ce qu'il y avait. Donc, pour vous dire, si on s'attache à faire correctement tous les jours, comme il faut, une mesure de la SCC, une mesure de la clarté nucale, le jour où vous allez avoir un problème, vous allez détecter, après, vous pouvez aller un peu plus loin ou pas, mais qu'il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude, et c'est ce qu'on demande à des dépisteurs. Et dans ce cas-là, par exemple, même si on avait eu un doute, on va la reconvoquer plutôt que le deuxième trimestre pour essayer de revérifier ce qui se passe. Alors, au deuxième et au troisième trimestre, les choses sont différentes puisque, entre-temps, on va voir la fameuse ossification de l'arc postérieur et donc des épines postérieures, et ça devrait être un peu plus facile. Je reviens encore une fois aux recommandations parce que c'est l'objectif. Donc, l'ISUOG, donc vous donne tout ceci, tous les items à explorer, le pôle céphalique, la face, tout ça. Et au niveau du squelette, on vous demande de vérifier qu'il n'y a aucun défaut ou masse, voilà, sur une coupe sagittale ou transverse au niveau de la moelle épinière. Donc je vous ai remis ici les clichés qui sont demandés par l'ISUOG, et vous voyez donc là, parmi d'autres clichés, en dépistage, on vous demande de vérifier surtout la partie podalique avec la moelle et la partie sacrée pour ne pas passer à côté d'un problème en particulier là. Si on regarde le Collège français d'échographie fétale, on va vous demander au niveau des signes directs, bien sûr, éventuellement d'anomalie,
La même chose, juste cette partie-là qui est podalique avec ce rachis et cette partie du cône terminal. Alors, il y a quelque chose de très très important, c'est pour ça que j'ai commencé les choses comme ça, pour vous faire passer les messages qu'il faut retenir. Il faut savoir que jusqu'à 97% des cas de spina bifida aperta vont être détectés par des signes indirects. Donc, on ne veut pas, pour l'exploration du rachis, se baser seulement sur l'exploration du rachis lui-même et de ces clichés-là qu'on vous demande, mais il faut s'atteler à faire un examen complet de dépistage correctement, et en particulier au niveau des signes céphaliques. 97% des cas. Et on revient aux signes indirects qui sont présents dans 97% des cas. Quels sont ces signes? Donc, si vous faites ce qu'on vous demande au niveau des recommandations, la coupe du bip correctement, la coupe, donc comme vous voyez ici, on voit très très bien la coupe du bip, la coupe donc transthalamique ici, comme vous la voyez avec un cervelet bien identifié, avec une grande citerne bien identifiée et mesurée. Vous allez aussi, vous devriez apprendre à regarder quelque chose qui s'appelle les espaces péricérébraux. Donc, vous allez voir des zones hypoécogènes, le liquide céphalorachidien qui circule entre le cerveau lui-même et l'os. Vous devriez être meilleur. Donc, le rachis normal, comme ici. Donc, je viens pour vous montrer les coupes. Donc là, vous avez une coupe sagittale d'un rachis normal, chez un fœtus qui est normal. On part, bien sûr, du pôle céphalique. On va suivre tout ce rachis, dorsal, lombaire, sacré. Et on va vérifier à l'intérieur de ce rachis la moelle. On va regarder sur d'autres clichés. Et on doit vérifier que tout est normal. Donc là, par exemple, vous avez une coupe sagittale, parasagittale, elle n'est pas parfaite au niveau sagittal, effectivement. Et ce fameux cône terminal, sur lequel vous allez voir se finir cette moelle, qui est de cette zone anécogène, hypoécogène, qui se termine bien sûr avant les vertèbres, les dernières vertèbres sacrées, pour ne pas aussi passer à côté d'anomalies un peu plus graves qui peuvent donner des handicaps assez sévères. Alors, à part les coupes sagittales, on va pouvoir avoir des coupes transversales ou axiales. Et vous voyez, donc c'était important de vous expliquer cette histoire d'ossification parce que vous n'allez pas voir toute la vertèbre, vous allez voir les points d'ossification en coupe axiale et tout ceci dépend du terme. Là, on est au 2e trimestre. Cette patiente-là, elle est à 23 semaines d'aménorrhée. Vous voyez que déjà, les choses se dessinent mieux. Alors ça, c'est l'échographie, c'est en image. Donc là, on a essayé, j'ai essayé de vous montrer donc ces images en coupe sagittale parasagittale dans lesquelles on suit, par exemple ici la moelle en même temps. On doit vérifier que tout est bon. Donc là, en coupe axiale, regardez, vous allez suivre votre rachis sur toute la longueur, à partir du rachis cervical jusqu'au rachis lombaire. Et là, la coupe frontale dans laquelle vous allez regarder le front, donc comme c'est une coronale. On va voir les épines saillantes et on va essayer de vérifier que tout va bien. Donc ça, c'était un fœtus normal à 23 semaines d'aménorrhée, qui n'avait pas de problème particulier. Est-ce que le 3D a un intérêt? Aujourd'hui, je sais très bien que les jeunes qui vont s'installer, la première question qu'ils posent aux revendeurs d'échographie, est-ce que ça fait le 3D? Le 3D, c'est bien, mais en fait, les études n'ont pas montré d'apport particulier supérieur à l'écho 2D dans le dépistage des défauts de fermeture tumorale. C'est vrai que ça donne une meilleure imagerie compréhensible, peut-être par la patiente, par le couple. Ça donne un peu plus de détails, effectivement, si on a un problème osseux, si on a des petites sensibilités au niveau du diagnostic. Mais pour un diagnostic global de défaut de fermeture tumorale, on peut s'en passer puisqu'on va avoir les signes indirects, les signes directs. Donc, un rachis, là, anormal, c'est une patiente qu'on a eu dans le service il y a 3 jours. Donc, vous voyez, je ne vais pas empiéter sur le topo d'après, mais juste pour vous dire que par rapport à tout à l'heure, vous voyez déjà là que les lignes ne sont pas parallèles, que là, probablement, il y a un défect. Et chez cette même patiente-là, on avait donc cette poche-là de méningocèle avec des racines nerveuses qui étaient dedans. Et là, en coupe frontale, la même chose, on voit ces anomalies-là. Donc, c'est pour vous montrer le normal par rapport à l'anormal. Alors, les signes directs ne permettent de dépister que 50% des spinas ouvertes. C'est important à retenir. J'ai bientôt fini. Donc là, pour vous rappeler l'importance de connaître une imagerie normale. Une coupe de bip, c'est très important. Une coupe transventriculaire, c'est très très important à connaître. Vous avez les ventricules latéraux, vous avez le septum lucidum, vous avez
la vallée sylvienne, vous avez ce dont je vous parlais tout à l'heure, ce liquide-là, cet aspect noir-là, ces espaces péricérébraux qu'on voit avec les fenêtres acoustiques. Et là, juste sur une coupe de bip, qui n'est pas très très bonne, on voit déjà que la forme de la tête, et dans toutes les recommandations, on vous met la forme de la tête, l'ISUOG, le collège français, tout ça. Vous voyez que déjà la forme de la tête, bon, c'est pas très évident, mais on voit que un peu, on a une attraction là, à ce niveau-là. Pardon, je pensais que c'était marqué avec des flèches. Donc, que la tête est un peu en citron, mais c'est pas très très évident. Mais je vous l'ai mis exprès pour vous dire qu'il faut pas vous attendre à avoir des signes directs évidents non plus d'emblée. Des signes, pardon, merci. Des signes indirects. Rabbi Fadlik. Des signes indirects évidents d'emblée. Donc, c'était cette patiente-là. Donc, regardez, pardon. Non. Hop. La vidéo ne veut plus marcher. Est-ce que vous pouvez la mettre, s'il vous plaît? Voilà, la deuxième. Efficace. Regardez là, quand on essaye de regarder la fosse postérieure, vous voyez très bien qu'on n'arrive pas à voir la grande citerne et que là, on voit très bien le cervelet qui est attiré vers l'arrière, qui a une forme de banane, la fameuse forme de banane à saille. Vous voyez? Pourtant, on n'est pas encore au stade d'hydrocéphalie, on n'a pas une tête évidente de forme de citron, on n'a pas tout le syndrome d'Arnold-Chiari type 2. Et là, c'était le 3D de cette patiente pour vous montrer qu'il y avait un élargissement au niveau de la partie qui était sujette au défaut de fermeture pulmorale et que le 3D peut aider, mais déjà avec le 2D, on peut s'en passer. Hein. Alors, une autre patiente qui nous a été adressée, cette patiente-là, elle avait eu une écho T1, un dépistage des marqueurs sériques. Elle m'a été adressée par une collègue pour suspicion d'anomalie de la charnière occipitale, cervico-occipitale. Alors, regardez cette coupe. Avec les mesures, on n'était pas encore au stade d'hydrocéphalie. Quand vous regardez là, c'est vrai que la forme n'est pas, bon, c'est pas évident non plus, hein. Tout à fait ovale comme d'habitude. Et dès que on a regardé la fosse postérieure, on a vu cet aspect de cervelet qui était attiré vers l'arrière, qui avait plutôt une forme de banane. On a tout de suite évoqué un défaut de fermeture tumorale. Pourtant, le radiologue qui l'avait vu n'avait pas du tout évoqué ça. Donc c'est pas, j'ai rien contre personne, mais pour vous dire, faites très attention. C'est le dépistage qui est le plus important. Il faut mettre les clichés de dépistage pour que si jamais après on passe à côté d'un diagnostic, au moins on aura fait ce qu'il fallait faire. L'objectif n'est pas de donner un diagnostic, mais de ne pas passer à côté des images normales. Donc regardez ce cas-là, c'est cette même patiente-là. Donc regardez, en fait, il y avait un défaut de fermeture tumorale très très bas. C'est pour ça que les signes d'appel n'étaient pas très parlants au niveau des signes indirects. Là, regardez l'image de mode os en 3D, presque rien, parce que c'était très très bas, ça touchait pas directement l'os. Et là, c'était l'aspect en 3D, donc surfaçage, dans lequel on voyait ce défaut de fermeture tumorale. Donc ce sont des cas réels qu'on voit tous les jours encore. Avant de finir, pour vous donner une idée donc sur nos résultats du staff anténatal, dans le service sur 2 ans, nous avons eu 27 cas de défaut de fermeture tumorale qui nous ont été transférés, référés. 51% étaient des spina bifida, un terme moyen de 24 semaines d'aménorrhée quand même, ça reste des termes assez tardifs. Dans le monde, en général, on est dans les moyennes de diagnostic entre 18 20 semaines d'aménorrhée, et près de 80% des cas ont été diagnostiqués, dépistés en tout cas grâce aux signes indirects. Donc, my take-home messages. L'exploration du rachis doit être minutieuse, mais le plus important, c'est de ne pas passer à côté des signes indirects. Donc, référez-vous aux coupes standards de dépistage au niveau du pôle céphalique. Faites toutes les coupes. Il n'y a pas que la coupe du BIP, il y a la coupe transcérébelleuse qui est très importante. Vérifiez les espaces péricérébraux. Et au niveau du premier trimestre, franchement, acharnez-vous à faire de bonnes coupes. Nous sommes en train de mener un travail aujourd'hui depuis décembre au centre de maternité. Les résidents qui sont là le savent. Kauthar aussi le sait. Sur le dépistage d'après-éclampsie, mais dans lequel on a besoin d'avoir les clichés de dépistage T1. Et malheureusement, on se rend compte que plus de 50% des clichés T1 qui sont faits au sein des structures universitaires, je parle du centre, au sein du centre de maternité, eh ben, ils ne sont pas conformes à ce qui est demandé. Donc, chers résidents, profitez du fait que vous soyez résidents en formation. Attachez-vous à bien faire votre travail.
et apprenez à bien le faire pour ne pas passer à côté. Parce que le dépistage T1, peut-être un jour, encore les recommandations ne sont pas arrivées, mais peut-être qu'on se retrouvera un jour aussi à avoir des obligations de ne pas passer à côté. Voilà, j'ai fini. Je vous remercie.